Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil européen, Altesse royale, Monsieur le Commissaire général de l'UNRWA, Monsieur le Secrétaire général adjoint, coordonnateur de secours d'urgence, Madame la Présidente du CICR, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs et secrétaires généraux d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le Taoiseach va nous rejoindre dans quelques instants et j'ai prévenu qu'on allait commencer. Le 7 octobre dernier, un groupe terroriste, le Hamas, a mené une attaque massive contre Israël et commis des crimes d'une gravité exceptionnelle contre sa population. Plus de 1400 personnes sont mortes, 239 otages sont toujours aux mains du Hamas. Nos premières pensées vont évidemment aux victimes de l'attaque du Hamas, à leurs familles et parmi elles de nombreux Français. Je sais que plusieurs d'entre vous ont aussi de nombreux ressortissants. Face au terrorisme, notre unité, notre détermination, notre compassion sont entières et les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Lorsqu'il a attaqué Israël, le Hamas a pris la responsabilité d'exposer les Palestiniens à de terribles conséquences. Aujourd'hui, ce sont les civils de Gaza qui souffrent. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, des milliers sont mortes ou ont été blessées. Et au malheur des Israéliens s'ajoute désormais celui des Palestiniens. Et nous ne pouvons pas nous y résoudre, parce que toutes les vies se valent et parce qu'il n'y a pas, pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même, céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Or, nous partageons des valeurs et avons des engagements communs qui nous amènent aujourd'hui, d'accord avec les autorités israéliennes et palestiniennes, à nous préoccuper de la situation humanitaire à Gaza. Les civils doivent être protégés et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Il faut créer l'espace nécessaire aux acteurs humanitaires pour agir à Gaza. Nous allons les entendre et je souhaite que cette réunion nous permette d'être efficaces ensemble dans un esprit de consensus et dans l'objectif qu'au-delà du drame que vivent aujourd'hui de trop nombreuses familles israéliennes et palestiniennes, nous sachions prendre une véritable initiative de paix et de sécurité pour tous au Proche-Orient. Cette initiative repose sur, évidemment, ce pilier humanitaire sur lequel nous allons avancer concrètement aujourd'hui. Elle repose sur un deuxième pilier sécuritaire. Nous avons su le faire ensemble contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre d'autres groupes dangereux pour tous. Personne ne peut plus dire que le Hamas n'est pas un groupe dangereux et un groupe terroriste. Des mesures devront donc être prises pour tarir ces financements, sanctionner ceux qui sont liés de près ou de loin à l'attaque du 7 octobre. Je proposerai également une série d'actions pour éviter que d'autres groupes terroristes de la région ne se joignent plus avant aux hostilités pour tarir leur flux d'argent, d'armes, de propagande. Enfin, mais ce sera pour plus tard, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion plus large sur l'évolution du terrorisme aujourd'hui et pour cela, nous aurons à nouveau à nous coordonner. Il y a un deuxième pilier sécuritaire qui est indispensable, mais qui doit être ciblé, précis, qui exige une coordination étroite entre nos services de renseignement, qui est une action sécuritaire, mais aussi financière, et qui nécessite l'implication de toutes les parties régionales et internationales. Et puis le troisième pilier, même s'il est difficile à imaginer aujourd'hui, surtout peut-être parce qu'il est difficile à imaginer aujourd'hui, est plus encore indispensable. C'est le pilier politique. Nous devons apprendre de nos erreurs et ne plus accepter que la paix au Proche-Orient soit toujours remise à plus tard. Il nous faut donc dès maintenant reprendre l'initiative et trouver les forces d'aller enfin vers la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité.
Démontrons avant toute chose que la création d'un État palestinien sert la sécurité d'Israël. Démontrons aux Palestiniens que la guerre d'aujourd'hui ne nous détournera pas de l'objectif que leurs aspirations légitimes soient satisfaites. Et une solution durable nécessite que la question palestinienne trouve enfin une réponse, et non pas seulement que le Hamas soit neutralisé. Ces trois aspects, humanitaires, sécuritaires, politiques, sont profondément indissociables, mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent, en matériel pour les populations, les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables, et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes, là aussi de manière très concrète, pour que cette aide puisse s'acheminer et pour que nous puissions préparer donc cette pause humanitaire, puis ce cessez-le-feu, qui sont, comme je l'ai dit, indispensables. Je vous propose donc qu'en méthode, nous puissions avoir d'abord les organisations et acteurs sur le terrain. Et donc, je vais d'abord donner la parole au commissaire général de l'UNRWA, M. Lazzarini, puis à M. Griffith, puis à Madame la présidente du CICR, Madame Spodjaric. Puis deux porte-paroles d'ONG s'exprimeront, M. Egland et Madame De Fourny, pour Norwegian Refugee Council et MSF. Et ensuite, je propose que les chefs d'État, de gouvernement et d'organisations présentes puissent s'exprimer pour apporter leur contribution, leurs convictions et leur aide. Monsieur le commissaire général, je vous cède la parole en commençant par vous exprimer nos condoléances les plus sincères pour les personnels que vous avez perdus durant ces dernières semaines. Voilà, donc Emmanuel Macron qui vient d'introduire les enjeux de cette conférence pour tenter de réunir le maximum de fonds pour l'aide humanitaire et trouver les moyens de la faire parvenir. Et enfin, et vous étiez attentif à ce moment-là particulièrement, Jean de Guignasti, le président a évoqué aussi les efforts nécessaires pour un cessez-le-feu, comme c'est marqué là d'ailleurs. Alors, d'après ce que j'ai compris, il c'est pause d'abord conduisant à un cessez-le-feu, ce qui est une façon de, de reporter un tout petit peu la prise de position. Cela dit, c'était attendu et le cessez-le-feu, c'est quelque chose qui plaira plutôt, j'allais dire, à l'opinion arabe, hein, parce que pour l'instant, trêve, on s'est disputé beaucoup, trêve, pause, etc. Les Arabes, ils veulent un cessez-le-feu. Parce que, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, le cessez-le-feu, ça veut dire qu'on ne reprend pas le combat théoriquement après. Donc il y a quand même une évolution positive, en tout cas pour les opinions arabes, de la position française sur ce plan. Alors maintenant, l'autre problème, c'est-à-dire la poursuite de l'idée de coalition anti-Hamas, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire chercher à traquer les financements. Là, je ne suis pas sûr que les Arabes prendront ça très bien, hein, parce que pour eux, le Hamas, comme l'a dit Erdogan, c'est un mouvement de résistance anti-israélien et l'aspect islamiste est gommé par les opinions arabes. Donc, faire la chasse au Hamas partout, là, ça sera moins pris. Et puis, le processus de paix, tout le monde est d'accord, sauf qu'il y a 500 000 colons palestiniens en Cisjordanie et que deux États, israéliens, pardon, et que si on veut une solution à deux États, il faudra qu'ils partent, ce qui, pour l'instant, est vraiment pas envisageable. Bien ainsi, la feuille de route, les trois piliers. Oui, je trouve ça intéressant, effectivement, que l'insistance sur le cessez-le-feu soit un petit peu plus marquée, en tout cas dans la bouche d'Emmanuel Macron. Catherine Colonna avait déjà employé cette formule pause pouvant conduire à un cessez-le-feu, mais dans la bouche du président, c'est la première fois, et c'est évidemment une concession faite au sud global, comme on dit, et aux pays arabes qui sont très insistants et qui sont très critiques de la position occidentale. Donc il y a une sorte de recentrage progressif, petite étape après petite étape. Et la deuxième chose, c'est effectivement intéressant que dans une conférence sur l'humanitaire, il insiste autant sur la solution politique et de dire que l'humanitaire ne suffit pas. Enfin, il répond en gros à toutes les critiques que j'exprimais il y a quelques minutes. Et on voit bien qu'il est, l'Élysée, très attentif à ce qui se dit dans le monde et sur ce regard critique, sur les deux poids, deux mesures, etc. Enfin, tout ce qui ressurgit depuis la guerre d'Ukraine dans ce fossé entre l'Occident et les pays du Sud. Donc, il y a beaucoup de points qui sont des réponses à cet environnement
très critique vis-à-vis de l'Occident. Avec la science consommée qu'a Emmanuel Macron dit en même temps. L'Ukraine, on va en parler. Général, l'Ukraine a peur qu'on l'abandonne. Vous allez le voir, elle le fait savoir dans un clip très impressionnant qu'on va regarder ensemble.